ma tête comment ça se passe. Et nous retrouvons nos invités pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous revenons donc après le journal pour parler du Mali, référendum constitutionnel, faible participation, forte adhésion. Nous en parlons avec Rodrigue Aïgo et Dominique Lacmont. Plus de 8,4 millions d'électeurs maliens étaient appelés aux urnes ce dimanche 18 juin pour donner leur accord ou non pour la validation de la proposition de nouvelle constitution. Le référendum constitutionnel a bel et bien eu lieu au Mali avec des taux de participation, pas encore de chiffres officiels, mais selon certains observateurs, le taux de participation serait faible. Et cela enlève-t-il quelque chose à la légitimité de ces élections? Nous en parlons avec vous. D'abord, votre regard sur la tenue de ce scrutin tant critiqué peut-être par certains au Mali, Dominique Lacmont. Je pense que d'autres opposants là-bas devaient chercher à faire l'audit du fichier électoral avant de participer aux élections. Est-ce que vous savez sur quel fichier électoral mon ami colonel est en train d'organiser les élections? Est-ce que là, je vais attendre après que mon ami va répondre à ma question. Je lui ai posé directement la question. Et tout ça là, c'est pour dire quand quelqu'un est bon, il faut l'apprécier, et que d'attendre quelqu'un qui est là, il fait tout par force. Mais c'était prévisible. Comment voter? Les Maliens, quel type de Maliens votent? Si ce n'est pas un peu de jeunes qui fait qui accompagnent, qui sont je peux dire instrumentalisés par le putsch, et pour lesquels ils sont là sur les réseaux sociaux et tout le temps, et ils font des trucs. Quel Malien même a l'information qu'il y a un référendum? Ou à Kati, ou au nord là-bas, Tombouctou, ou dans les milieux contrés du nord. Mais je ne suis pas sûr que les élections aient lieu. Et effectivement, selon les informations, les rebelles ont pu empêcher ce référendum dans leur zone d'occupation. Maintenant, qu'en est-il de la force sur laquelle le colonel, ces colonels, tous sont des colonels, ces colonels qui dirigent le Mali actuellement comptent? Aujourd'hui, ils n'ont pas pu organiser ce référendum. C'était prévisible qu'il n'y aura rien. C'est tout. Je l'avais dit ça ici. C'est juste pour masquer les trucs. Ce n'était pas la priorité du pouvoir d'Assimi Goïta. Sa priorité, c'était de gérer la transition et essayer de ramener la paix. Et finalement, il n'est pas dans une posture de rassembleur de quelqu'un qui veut rassembler tous les Maliens. Et je lui comprends parce que c'est un militaire. Avec l'armée, on dirige avec le feu. Et quand on dirige avec le feu, ce sont des conséquences que les Maliens vont endosser. Pour vous, quand vous dites que l'élection n'a pas eu lieu dans toutes les villes, vous parlez de quelle localité? Parce que quand vous prenez l'ensemble du territoire malien, en tout cas du moins selon les informations officielles, quand vous prenez l'ensemble du territoire malien, presque la grande majorité du territoire a été couvert par ces élections, même si on sait que l'élection n'a pas eu lieu dans la ville de Kidal et dans quelques points isolés. La grande majorité du Mali a été couverte par ces élections. Je pense que le taux de participation viendra nous dire à peu près quelle a été la mobilisation du moins, mais pour l'ouverture des bureaux de vote, la plupart des coins, en tout cas, ont ouvert leur bureau de vote. Je reviens à vous. Mais je pense que la question serait à moi, mais vous me posez la question, mais il faut que je réponde, je réagisse par rapport à ça. Mais parce que vous savez que vous m'avez posé la question et au même moment dans les développements. J'apportais juste une précision. Vous avez donné une précision. Oui, mais même si c'est dans une ville, même si c'est dans une ville, est-ce que cette ville a assisté au référendum? Ce ne sont pas des Maliens. Mais quand on veut construire un pays, il faut construire avec tout le monde. Est-ce que ce référendum est la priorité des Maliens? Est-ce que sur cette base, on pourrait peut-être incriminer cette élection? Si oui, que dire de l'élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, dans tous les pays où il y a des crises, où les bureaux de vote n'ouvrent pas dans toutes les localités? Est-ce qu'il faut remettre en cause toutes ces élections? Mais j'ai dit, les situations, même la Côte d'Ivoire, si on veut revenir sur là, j'aurais beaucoup à dire, mais je ne veux pas rester, je vais rester sur le Mali. Est-ce que la priorité des putschistes, est-ce que la priorité des putschistes, c'est d'organiser l'élection? Moi, je ne pense pas qu'un Malien qui est vraiment dans un coin reculé va répondre oui. Mais Assimi Goïta devait faire un peu quelqu'un de rassembleur pour qu'il y ait cette accalmie de sécurité et puis faire passation à un pouvoir légal. Mais pourquoi Assimi Goïta? Il pouvait être, mais là, et puis, bon, il n'a pas, à part si vraiment il a créé son parti politique. Il n'a pas des civils qui peuvent diriger ce pays-là. Assimi Goïta n'a pas créé de parti politique. Mais ça veut dire qu'il agit dans l'illégalité.
Tout simplement. Non, Et le référendum n'a pas son sens et les Maliens ont compris de boycotter, ils ont boycotté. Vous pensez qu'ils ont boycotté? Si lui-même pense les que chiffres nous le diront très bientôt. l'élection a été dans tous les Maliens, la participation faible signifie que le référendum a été boycotté. Tout simplement, il annule ça. Une faible participation, Justement. Un boycott pour vous. Rodrigue Aigo, quel regard portez-vous d'abord sur la tenue de ce scrutin qui s'avère peut-être être un scrutin test pour les militaires au pouvoir? Ben, j'aurais souhaité quand même que les choses se passent autrement que ce qui a eu lieu au Mali. Mais vous savez, il y a le contexte qu'il ne faut pas non plus négliger. Vous savez, aujourd'hui, le combat, ce n'est pas pour l'arrivée des civils à la tête de l'État du Mali ou de la République du Mali, mais le Mali est dans une guerre, notamment contre les rebelles et contre d'autres forces obscures. Avec les rebelles, il y a un accord qui a été trouvé normalement. Sauf que le référendum n'a pas pu avoir lieu à Kidal, contrôlé par les ex-rebelles. Alors, et le Mali est dans une guerre, notamment contre les rebelles, et de l'autre côté, il y a l'Occident qui ne veut pas les terroristes ou l'Occident. Qui ne veut pas que les nouvelles visions s'installent pour l'émancipation, enfin la pleine et juste émancipation de l'Afrique, par exemple. Donc le Mali, certes c'est le Mali, mais c'est une guerre qui va au-delà du Mali et qui est, je dirais, qui a une sorte d'adhésion au niveau de la plupart des États, donc que ce soit des leaders d'opinion. Maintenant, une chose, c'est de voir dans le contexte dans lequel ce référendum a été organisé. Il y a eu des appels pour que le oui puisse passer. Il y a eu des appels pour le boycott parce que les gens pensent à la personne du colonel Assimi Goïta et donc ils pensent que le président aurait beaucoup plus de pouvoir selon les termes ou les dispositions de la nouvelle constitution. Et d'autres pensent que c'est un début parce qu'il faut retourner aux acquis de la charte du Mandé d'alors. Oui. Et pour redonner donc au Mali une souveraineté qui sera contrôlée par le peuple et qui va permettre de ne pas avoir un super président, un président qui viendra piller les ressources du pays, un président qui viendra avec toute sa famille pour faire, je dirais, pour faire des fils, des filles, des femmes, des cousins, des cousines, des amis, des ministres, etc. ou des jeux de société, mais beaucoup plus la culture de la méritocratie pour que le meilleur citoyen puisse accéder à tel ou tel poste. Ça, c'est le défi. Et derrière ce défi, il y a également le troisième défi qui, lorsque c'est la maîtrise de toutes ces situations seront, je dirais, acquises, que les ressources du sous-sol du Mali soient également protégées et bénéficient aux populations maliennes, ce qui n'est pas donc bien vu par les prédateurs occidentaux qui font même mise sur ces récits, Pour le moment, parlons de ces référendums. Qui font même mise sur ces ressources, ce qui a justifié donc les séries de coups d'État qui ont finalement amené Assimi Goïta à la tête du Mali. Donc voilà un peu le contexte que je peins, ce qui a fait que les hommes armés au cours du référendum ont pu enlever ce que nous on appelle chez nous des présidents de CELI, Oui. ont pu enlever des questeurs, ont pu enlever d'autres personnalités, ont pu également voler des urnes, etc. dans plusieurs villes, y compris même Bamako, donc la capitale. Et pour les zones, notamment Kidal, contrôlées par les rebelles, vous savez que la situation qui prévaut sur place là-bas est critique et ça continue de faire couler beaucoup d'eau sous le pont. Et on ne va pas s'attarder là-dessus ici, mais je pense que des explications ont été, des sensibilisations ont été faites pour que les populations puissent comprendre le bien fondé de cette démarche-là qui va permettre au Mali de retrouver sa souveraineté. Mais malheureusement, il y a un an, Assimi Goïta, il y a son statut militaire, donc colonel de son rang, qui a fait que des gens sont restés braqués et ça n'a pas permis de comprendre ce message qui doit normalement, au fil des ans,
permettre au Mali de retrouver, comme je viens de le dire tout à l'heure, sa souveraineté. Pas encore de chiffres officiels sur le taux de participation, même si certains groupements d'observateurs parlent d'une faible participation. On n'a pas encore des chiffres. Les résultats doivent être connus normalement dans les 112 heures après le vote. On espère que dans les heures à venir, on aura donc les tendances et les résultats. Que dire de cette participation, même si on dit que la mobilisation n'a pas été au top? Est-ce que le contexte, quelque part aussi, ne l'explique pas, Dominique Lacmon? Oui, c'est le résultat. Ça signifie tout simplement que Assimi Goïta n'a même pas la maîtrise de son territoire. Tout simplement. Même à Bamako, on dit dans certains bureaux de vote, comme l'a décrit mon ami, les élections n'ont pas pu avoir tenu lieu. Ben, ça veut dire qu'il n'a pas la maîtrise. Quand on reste dans un palais... Est-ce que ce n'est pas des situations qui se déroulent dans des pays normaux aussi également? Non, mais je dis, il ne faut pas partir sur la base et en excluant d'autres personnes. J'ai dit même d'abord, je vais revenir sur certaines choses. Assimi Goïta, quels que soient les efforts qu'il va faire actuellement, peut-être ça ne donnera rien. Parce que même dans son propre camp, les forces de sécurité même, les femmes ou autres là, qui encadrent, qui sécurisent le Mali, pas parmi tous seront d'accord avec quelqu'un qui passe en force pour les commander. Ça, c'est une situation militaire que les gens ne maîtrisent pas. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe même avec son petit frère de l'autre côté, que je vais m'abstenir de donner. Mais ce n'est pas parce qu'il ne fait pas des efforts, mais sa manière d'arriver, quelle que soit les stratégies. Et ces stratégies seront toujours les gens sont arrivés dans des conditions pires que celles qui ont amené Assimi Goïta à la tête du Mali. Je vous dis, il faut... Ou Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Non, mais ils ont arrivé dans quelles conditions? Les gens sont arrivés dans des conditions pires. Ils ont tenu quand? L'exemple de qui? Mais après, ils ont ramené. C'est Atité avait fait un coup d'État. Mais vous avez vu sa gestion avant de convaincre les acteurs politiques de lui accepter. Et puis, il s'est retiré. Après, il est revenu en tant que civil. En tant que civil. Est-ce que oui. Alors, soyons plus je vais précis. Terminer. Oui, rapidement. Oui. Soyons plus précis. C'est le caractère de militaire de Assimi Goïta qui a fait que cette élection n'a pas connu le succès, ou bien c'est le contexte? Pour être clair, très clair. Je dis, il y a le contexte et Assimi Goïta lui-même qui est venu empirer la situation au Mali. Parce que venir avec un coup d'État, tu crées des frustrations au sein de tes amis d'armes. Mais la forte mobilisation qu'il y a eu après le coup d'État, est-ce que cela ne change pas quand même la donne? Quelle mobilisation? Pas une certaine légitimité. Vous parlez de quelle forte mobilisation? Quelle forte mobilisation? Les jeunes qui sont sortis des populations, oui. Et à Bamako, on parle de Kigali, là, Kidal, oui. Oui, mais de Kidal, là. Est-ce que les jeunes sont sortis là-bas pour applaudir le coup d'État? Mais c'est normal, parce qu'il s'est préparé avant de faire un coup d'État. Il avait ses moyens de mobiliser. Aujourd'hui, ces jeunes-là ne continuent pas à le soutenir. Mais quand nous, on l'analyse, on donne certains trucs, on nous traite de tous les noms d'oiseaux. Moi, je ne suis pas contre à la personne d'Assimi Goïta. Mais sa façon militaire, sa façon de prise de pouvoir ne va pas accepter certains Maliens. Et même dans son... il sait, c'est un militaire, il sait que au sein de l'armée, il y a ce qu'on appelle l'espionnage. Et lui, il sait que ces militaires-là sont prêts à coopérer avec lui la journée, demain aller saboter sa stratégie de sécurité. Et c'est dans ça qu'on est. Est-ce que ce n'était pas une étape indispensable pour le retour du pouvoir au civil, comme tout le monde le réclame, qu'il mette fin à la transition, qu'il retourne le pouvoir au civil? Est-ce que cette étape n'était pas importante? Les Maliens sont des intellectuels. Quand on a débattu sur le contenu de cette constitution, quand on voit comment cette constitution elle est composée des articles qu'elle compose, mais on sait que Assimi Goïta se prépare un terrain. Mais il pouvait le faire d'une manière autrement. Il laissait le référendum, organiser quelqu'un mais qui vient assumer les choses, mais après il devient un civil, il vient au pouvoir et nous tous on va l'applaudir. Mais moi en tant que panafricain, quand je vois quelqu'un qui crée des frustrations, qui ne fait pas l'unanimité, c'est que tous certains jeunes empathisent dans cette manière de faire, il faut dénoncer. Et c'est ce que je fais. Moi, je peux dire dans un premier temps que l'arrivée d'Assimi Goïta par coup d'État, ce n'est pas le premier coup d'État que la République du Mali. Les contextes ne sont pas les mêmes. Tu as décrit les contextes ici. J'ai décrit les contextes. Voilà. Aujourd'hui, l'arrivée d'un civil à la tête du Mali, écoutez, disons-nous la vérité, la main sur le cœur avec sincérité, n'est pas gage de la fin du terrorisme.
et je l'ai dit en amont, que le contexte et les différentes guerres que le Mali mène aujourd'hui, qui ne sont pas forcément siennes, ne sont pas à négliger dans ce qui prévaut sur place. Aujourd'hui, le Mali demande par exemple le départ de la MINUSMA. Ouais. Où était la MINUSMA avec le référendum quand par exemple il était difficile d'organiser le référendum à Kidal? Quel était le mandat de la MINUSMA? Qu'est-ce que la MINUSMA devrait faire? Dans le contrat de la MINUSMA, il y avait la pacification quand même du pays. Oui. Mais toutes ces années que la MINUSMA a passées, est-ce qu'on a pu pacifier le pays? Mais après, on a juste sorti un rapport. La MINUSMA a bien publié un rapport, on en a parlé ici, pour décrire une gouvernance scandaleuse d'Assimi Goïta. Ce qui n'a jamais empêché la MINUSMA quand même de s'offrir ce sport favori qu'est la prise de contrôle quand même d'une partie du territoire. Et on a écouté ensemble le ministre des Affaires étrangères, Baïga, la dernière fois, quand il a décrit un peu les conditions qui poussent les autorités de la République du Mali à demander le départ sans délai de la MINUSMA. Vous êtes dans la logique de pacifier un pays. Vous êtes dans la logique de désarmer des rebelles. Et que vous faites chemin ensemble, arrivez à un niveau donné sur votre propre territoire. Vous avez ces soldats étrangers là qui vous disent, vous ne pouvez pas franchir ici, vous ne pouvez pas entrer à Kidal. Pourquoi on ne peut pas entrer à Kidal? La dernière fois, on en a parlé ici, lors de la célébration de la fête de l'indépendance du Mali, quand il y a eu des avions militaires qui ont survolé Kidal, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc on ne peut pas négliger le contexte. Moi je pense que faire fixation sur la personnalité d'Assimi Goïta, ça fausserait les calculs. Ça fausserait les calculs. Je ne suis pas totalement d'accord avec ce que le colonel Assimi Goïta fait, parce que moi, j'ai des amis défenseurs des droits humains qui sont aussi attaqués sur place. J'ai des amis, des camarades qui travaillent donc dans les organisations de la société civile qui sont aussi traqués sur place. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas poser ma tête sur mes épaules et comprendre les enjeux au Mali. Je comprends bien ces enjeux. Alors, et moi, je pense que le boycott, je ne peux pas appeler ça boycott parce que les différentes situations qui ont prévalu, quand on ne va pas demander aux populations de braver quand même les hommes armés qui intimident, qui menacent, qui emportent, qui volent les urnes, qui kidnappent les gens, d'aller par exemple déposer ou bien se fabriquer des bulletins pour aller les déposer, je ne sais dans quoi, dans un panier où j'en sais rien. Non, on ne veut pas demander ça aux gens. Quand même, ce sont des expressions. S'il y a eu des hommes armés qui ont empêché la tenue du référendum, s'il y a eu par exemple les rebelles, les ex-rebelles de Kidal, qui ont empêché la tenue du référendum au Kidal, c'est que déjà quelque part, ces élections-là ont suscité de l'engouement et justement, ils ont développé ces pratiques-là pour empêcher les populations de se prononcer sur ce référendum. Dans tous les cas, le Mali aura une constitution et le Mali aura comment dirais-je, à rassembler, à mettre en place des institutions assez fortes pour que, comme l'a dit feu président Jerry John Rawlings, que même si le diable arrivait au pouvoir, il n'allait pas devenir un tout-puissant qui nargue les populations, qui piétine les plus faibles et qui fasse, par exemple, des institutions de la République, ces entreprises privées. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.